Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webcast organisé par Vus Partner sur le thème de la durabilité sociale dans l'immobilier. Quand on parle de durabilité, on pense souvent à la durabilité environnementale, on pense à la consommation d'énergie, aux émissions de CO2 et c'est un aspect qui est déjà au cœur souvent des stratégies immobilières. Mais au-delà de ces critères environnementaux, la durabilité recouvre encore d'autres aspects. Par exemple, justement, ces aspects sociaux qui sont souvent encore peu explorés aujourd'hui, mais qui ont pourtant une très grande importance. Et donc, justement, aujourd'hui, dans ce webcast, on a voulu mettre en lumière la durabilité sociale, c'est-à-dire le S des critères ESG. Avec nos trois intervenants, nous allons donc chercher à mieux comprendre ce qu'est exactement la durabilité sociale, comment elle peut être mesurée, comment elle peut être évaluée. On va explorer des pistes qui permettent de concevoir des projets immobiliers à impact social positif et notamment voir plusieurs exemples concrets et on l'espère inspirants. Je vous informe déjà que les 15 dernières minutes de notre webcast seront consacrées à vos questions. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à utiliser la fonction Q&A de ce webcast pour poser vos questions et à la fin, on y reviendra et on tentera d'y répondre. Donc, pour parler ensemble aujourd'hui de la durabilité sociale, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. Nous avons d'abord Madame Actel Marchon, qui est présidente et directrice associée d'Enoki. Enoki est une société spécialisée dans l'accompagnement des acteurs de l'immobilier et des collectivités dans les domaines de la durabilité écologique et sociale. L'activation des quartiers et des espaces communs est au cœur de leur action. Nous avons ensuite Emmanuel Malka, qui est directeur du développement immobilier chez Serena Invest. Pour lui aussi, le développement durable, répondant aux besoins sociaux et orienté vers l'avenir, est au cœur des préoccupations. Et il pourra nous illustrer cela tout à l'heure avec quelques projets. Et finalement, j'ai le plaisir d'accueillir Tiffaine Le Carbonnier, qui est consultante senior et spécialiste durabilité chez Vus Partner et qui s'est notamment intéressée à comment on peut mesurer la durabilité sociale d'un portefeuille immobilier. Avant de passer la parole à Tiffaine, j'aimerais vous donner un bref aperçu de l'importance de notre sujet au travers de quelques chiffres clés et évolutions récentes. Comme vous le savez, la durabilité sociale constitue un défi pour la Suisse. Pourquoi? Parce qu'au cours des 3 dernières années, l'offre, en particulier l'offre de logements locatifs, a fortement diminué. Le taux de logement vacant continue de baisser, donc il était de 1,08% en 2024 et nous, on estime que le taux d'équilibre qui permettrait d'avoir une certaine fluidité sur le marché locatif serait de 1,3%, donc on est bien en dessous. Et localement, la situation est encore bien plus tendue, comme on peut le voir ici, par exemple, pour le canton de Genève, où le taux de vacances n'était plus que de 0,34% en 2025. Résultat, les loyers augmentent, plus 15% pour les loyers de l'offre au cours des 3 dernières années. Et on estime aujourd'hui qu'environ 28% des ménages suisses seraient incapables de faire face au loyer de l'offre actuel s'ils devaient déménager dans un logement similaire. Du côté de la propriété, elle reste également hors de portée pour de nombreux ménages, avec des prix qui ont augmenté 27% plus vite que les revenus des ménages au cours des 10 dernières années. On a également mené récemment une étude internationale qui permet en fait de comparer ce phénomène de pénurie de logement en Suisse avec d'autres pays européens. On a construit un indice synthétique qui est basé en fait sur tout un ensemble d'indicateurs qui mesurent à la fois l'offre, la demande et les coûts du logement, donc dans les 28 pays de façon comparable. Et sur la base de cet indicateur, on a pu établir un ranking. Résultat, la Suisse arrive à la 4e place des pays les plus touchés par cette pénurie de logement. Donc, ça veut dire que même en comparaison internationale, la Suisse a véritablement un défi à relever finalement pour répondre aux besoins de logement présents et futurs de sa population. Et puis, j'aimerais donc maintenant passer la parole à Tiffaine, qui va justement nous expliquer un peu mieux comment on peut finalement mesurer, monitorer la durabilité sociale dans l'immobilier. Alors, donc Tiffaine Le Carbonnier, donc je travaille en tant qu'expert chez Vus Partner et donc j'ai le plaisir de faire l'introduction de ce webcast. Le but de cette introduction, c'est de déjà recontextualiser ce que c'est que la durabilité sociale et surtout de faire émerger quelques indicateurs
puisque évidemment, aujourd'hui, Corinne l'a déjà dit, mais contrairement à la durabilité environnementale, la durabilité sociale souffre d'indicateurs communs qui soient standardisés pour tous les acteurs. D'une part, parce que la durabilité sociale, ses contours, sa définition est encore peu précise. Ça traite de beaucoup de thématiques assez différentes, des thématiques qui sont parfois plus qualitatives que quantitatives. Donc, il y a un vrai enjeu de trouver des indicateurs ou des moyens de la mesurer de la même manière par tous les acteurs. Alors, donc, la durabilité sociale, donc, on a déjà un peu amorcé le sujet, mais qu'est-ce que c'est? Donc, ça couvre déjà l'aspect, effectivement, et la disponibilité en logement. Donc, pour refaire un petit peu, on va parler durabilité sociale sur le secteur résidentiel essentiellement. Mais donc, ça va être déjà la disponibilité de logement, donc le fait qu'il y ait de l'offre et qu'il y ait un processus facile et clair pour accéder à cette offre, le fait que les logements soient accessibles ou acceptables financièrement par rapport aux revenus des ménages. Ensuite, un immeuble ou un parc immobilier résidentiel sera considéré socialement durable si donc, le bâti est qualitatif, que ce soit dans son environnement, donc qu'il ait accès à des infrastructures, des commodités, mais aussi au niveau du bâti lui-même, que le bâti soit de bonne qualité, qu'il soit adapté à tout type de ménage ou tout type de groupe. Donc évidemment, on pense aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées ou à toute autre minorité. Ensuite, ça couvre aussi l'aspect bien-être des utilisateurs, le bien-être voilà, la satisfaction de son logement, mais aussi la satisfaction à l'échelle de l'immeuble et à l'échelle du quartier, qui est une forme qui s'y sentent bien d'un point de vue social, donc l'inclusion sociale, qui est une stabilité, qui est une forme de communauté et qu'elle soit, on va dire, ça crée un sentiment de sécurité et de stabilité. Donc voilà, donc autant de thèmes très vastes. Et donc, il faut trouver un moyen de benchmarker ce S qui couvre toutes ces thématiques. Alors, il existe déjà des moyens de mesurer ce S, parce qu'aujourd'hui, il existe des labels ESG donc, qui couvrent ce thème. Malheureusement, souvent, ça traite trop des qualités constructives, donc plutôt les immeubles neufs, donc peu d'indicateurs pour le parc existant. Et aussi, étonnamment, donc, parfois, les indicateurs traitent plus de la qualité des gérants de parc plus que des locataires en eux-mêmes. Et surtout, on n'a jamais la même mesure pour, tous les acteurs, puisque souvent, ça dépend d'un fournisseur de label, etc. Donc, du coup, le but de cette introduction, pardon pour cette intro, peut-être d'introduction un peu longue, mais du coup, le but de cette introduction, c'est de vous présenter les résultats d'une étude donc, en collaboration avec d'autres partenaires très diversifiés, qui est un document de discussion publié en avril 2025 et qui sera certainement republié, et cette fois-ci en français d'ici la fin de l'année. C'est un document de discussion puisque c'est le résultat, le fruit de tables rondes qui visent justement à créer une compréhension commune de ce que c'est que la durabilité sociale, de déterminer des indicateurs qui seraient utilisables par tous sans dépendre d'un fournisseur, de déterminer une méthodologie et quelle serait la base de données nécessaire pour pouvoir fournir ces indicateurs. Donc, pour revenir à quels seraient ces critères qui mesuraient la durabilité sociale. Donc, les tables rondes et la littérature en font émerger donc 5 que je vous ai exposés auparavant. Mais finalement, l'étude en retient 3 qui permettent de répondre à cette possibilité de collecte de données et de mesurabilité. Donc, ces 3 grands critères, c'est l'accessibilité financière des loyers, des logements adaptés pour tous les groupes cibles et la satisfaction et la participation des locataires. Donc maintenant, je vais exposer plus concrètement à quoi ressembleraient des mesures un peu standards, harmonisées, possibles pour tous les types d'acteurs. Alors, si on en revient à l'accessibilité financière, donc on l'a déjà dit avant, donc il y a une pénurie d'offres, une diminution de 30% des annonces disponibles sur le marché, de logements sur le marché, et une diminution de 39%
par rapport à 2020, pardon, c'est la référence, et une diminution de 39% pour les segments de loyer les plus faibles, donc les plus abordables. Donc ici, c'est pour un loyer mensuel ne dépassant pas 1 500 francs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme indicateur pour ce critère? Donc, il y aurait d'abord, on pourrait déjà calculer la part de population communale, donc on se place à l'échelle de la commune, qui pourrait se permettre les loyers en place dans mon parc en tant que propriétaire, sans charge excessive. Donc, autrement dit, c'est calculer la part de la population pour laquelle les loyers qui sont disponibles, qui sont en place dans mon parc, est encore abordable. Donc, si on veut quelque chose un peu plus graphique, ça ressemblerait à ceci où, à l'échelle d'un parc immobilier, ici, on voit que en rouge, on voit la part des ménages dont la charge du logement représente plus d'un tiers du revenu brut. Donc, on considère qu'au-delà d'un tiers du revenu brut, le loyer devient inabordable. Et donc là, sans surprise, on voit que dans les centres urbains où la pénurie est encore plus prononcée, la part des ménages pour lesquels cette charge est excessive, c'est là où elle est la plus importante. Donc voilà un premier indicateur possible. Ensuite, il y en a d'autres possibles. Donc, il y a la part des logements abordables dans un portefeuille par rapport au marché. Donc, ce serait regarder, par exemple, par rapport à un quantile de loyer, regarder la part de logements qui se situe donc, en dessous de ce quantile. Donc, mettons, c'est le quantile 30%, donc des loyers qui, a priori, sont bas. Donc, plus la part des logements sont sous ce seuil, plus mon portefeuille est dit durable du point de vue du S. Un autre critère, sous-critère possible pour l'accessibilité financière aussi, c'est la gestion des rénovations et des constructions de remplacement. Autrement dit, c'est de dire quand je rénove mon parc, quelle est la part de locataires qui sont restés après la rénovation ou la part de locataires à qui on a proposé une solution de remplacement. Voilà. Ou alors, on pourrait calculer le pourcentage de hausse des loyers par rapport à la situation avant rénovation, ou encore déterminer, excusez-moi, j'ai un trou, le nombre de logements supplémentaires créés pour justement assouplir l'offre. Voilà pour ce premier grand facteur de durabilité sociale. Ensuite, si on traite le deuxième, donc on fait face à un vieillissement de la population, à une individualisation de la société. Donc, on s'attend à une hausse des ménages de 1 à 2 personnes de plus de 24% d'ici 2050. Donc, il va falloir réallouer de manière optimale les logements en fonction de leur taille et des ménages. Donc, les indicateurs qui pourraient en découler, je passe un peu vite parce que je vois que le temps file. Les indicateurs possibles pour mesurer celui-là, ce serait de déterminer est-ce que déjà il existe une stratégie de location donc, qui soit équitable et inclusive, donc oui, non. Quelle est la surface par habitant pour voir s'il y a des excès, etc. Voilà, est-ce qu'il y a des directives d'occupation ou des moyens d'inciter à trouver un logement plus approprié à sa taille de ménage? Enfin, donc, le dernier critère donc, qui concerne donc, la satisfaction des locataires, qui est quand même un élément essentiel pour éviter d'avoir un trop grand taux de rotation des locataires. Donc, c'est de savoir s'ils sont satisfaits de leur habitat. Donc, pour répondre à cette mesure, donc évidemment, c'est des enquêtes de satisfaction, donc c'est déjà souvent pratiqué par les acteurs. Donc voilà, pour traiter de la satisfaction d'ordre général, mais aussi est-ce qu'il y a un sentiment de sécurité, de stabilité, d'inclusion sociale dans l'habitat. Et la participation, c'est plutôt donc, le fait, est-ce que quel est le niveau de participation des utilisateurs, donc que ce soit depuis la conception pour un immeuble neuf ou pendant la phase d'exploitation. Voilà, quel est le niveau d'information ou voire même de pouvoir décisionnel des utilisateurs. Voilà, donc je vais clore assez rapidement. Donc, la durabilité sociale, c'est un thème essentiel pour les investisseurs, même si ils pourraient profiter de cette pénurie et ne pas
s'intéresser à ce sujet, mais finalement, c'est important parce qu'il y a un risque de réputation. Toujours ce taux de vacances si les locataires changent trop souvent. Et du coup, ça entraîne des frais de vacances, d'entretien, de rénovation à chaque rotation de locataire. Et puis aussi, ça permet de diminuer pour des nouveaux projets de rénovation, de construction, les recours, d'avoir plus d'acceptation des projets. Voilà pour cette introduction. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, c'est tout bon. Parfait. Donc là, j'ai une dizaine de minutes maintenant pour finalement passer de comment activer la durabilité sociale dans l'immobilier. Donc, on a vu comment le mesurer, mais maintenant, comment finalement améliorer les indicateurs. Premièrement, deux mots sur Enoki. Donc, comme évoqué, Enoki est spécialisé dans la durabilité écologique et sociale dans l'immobilier, avec la particularité d'accompagner nos différents clients aux différentes phases du cycle de vie d'un bien immobilier. Donc, ça va de la phase de développement et construction, la grosse partie de gestion et d'exploitation, et puis ensuite, cette phase de rénovation et de transformation. Donc tout ça, finalement, on va le regrouper sous forme de 4 pôles d'expertise. Donc l'activation de quartiers et des espaces communs, la participation et le sondage, la planification et le suivi de durabilité, et puis finalement tout ce qui est lié au concept de développement quand on développe un nouveau quartier, un nouveau projet. Donc Enoki est active pour l'instant principalement en Suisse romande depuis un peu plus de 7 ans. On a eu la chance de pouvoir intervenir sur 48 quartiers, que ce soit des quartiers en développement ou des quartiers existants ou des immeubles existants. Donc voilà, ça donne aussi un bon aperçu de ce qui peut se faire en termes de durabilité sociale et écologique. Et voilà, aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter trois exemples que finalement je trouve représentatifs aussi de ce qui peut se passer dans le milieu immobilier. Donc, on est dans des régions bien différentes en Suisse romande. On a un projet de démolition-reconstruction, un nouveau développement et puis un immeuble, des immeubles existants. Donc, pour avoir un fil rouge pour vous présenter ces exemples, finalement, je vais me baser sur les critères qui ont été exposés avant. Donc, je suis restée au niveau des cinq critères, à savoir les loyers abordables, d'avoir finalement des logements et des solutions de quartier qui sont adéquates au groupe cible, des infrastructures communes ou sociales, le voisinage et la participation, et puis finalement tout ce qui est lié à la satisfaction et au bien-être. Donc pour commencer, on se rend à Genève, plein centre de Genève, dans les nouveaux bâtiments des maraîchers. Donc là, on est dans un contexte de démolition-reconstruction qui permet de mettre à disposition 108 logements qui sont en plein cœur de Genève. Donc c'est un petit quartier qui a été livré en 2024. Donc là, ce qui était clé pour le propriétaire, mais surtout aussi soumis à la LDTR, on est à Genève, donc il y a un cadre légal aussi qui cadre les loyers quand on rénove ou on démolit et reconstruit. Donc là, la solution proposée par le propriétaire, qui est très intéressante, c'est d'avoir une stratification finalement des loyers au sein des immeubles, ce qui permet d'accueillir finalement différents types de ménages et puis d'avoir justement une part de logements abordables. Et dans ce contexte-là, il y a également 3 appartements clusters, donc c'est des appartements avec, on va dire 7 à 8 chambres, qui vont permettre d'accueillir une population et des résidents qui sont en réinsertion. Donc finalement, pour appuyer cet aspect social, le propriétaire a également décidé, en demandant aux architectes, d'intégrer une bonne variété d'espaces communs. Donc, dans le quartier des Maraîchers, on va retrouver une salle commune en duplex, donc la petite image qu'on voit ici en haut, une magnifique terrasse avec des bacs potagers en toiture, et puis il y a également 2 ateliers qui sont en sous-sol, mais comme on le voit, qui sont quand même passablement bien éclairés pour des projets d'habitants. Donc là, ça veut dire que l'affectation et l'usage précis de ces espaces n'a pas été défini au préalable dans le projet d'architecture, dans le projet de construction, mais c'est quelque chose qui doit être défini avec les habitants selon leurs besoins.
Et puis voilà, ben, les habitants arrivent. Donc c'est là que aussi Enoki est rentré en action. Donc là, nous, on a accompagné tout un processus de création d'une association d'habitants. Pourquoi? Donc qui dit infrastructure commune, salle commune, demande aussi d'une certaine manière une gestion commune et une appropriation par les habitants. Donc là, on a créé des groupes de travail, différents ateliers participatifs qui ont permis finalement d'intégrer les différents habitants des maraîchers. Et puis, typiquement, un élément qui est ressorti des groupes de travail, c'était d'utiliser la salle commune un peu différemment de ce qui était pensé initialement, donc de prévoir en fait un libre accès, donc quand même accès avec badge, mais un libre accès durant la journée pour que tout un chacun puisse s'y installer pour faire du télétravail. Et puis finalement, autre point essentiel qui a été mis en place au maraîcher, c'est tout le volet des canaux de communication. Donc là, ben, très pragmatique, il y a un WhatsApp de quartier qui a été mis en place, donc une communauté de quartier pour communiquer les différents événements qui ont lieu au maraîcher, et puis également un site internet qui permet notamment de réserver la salle de quartier. Voilà, donc maintenant on change de contexte, on remonte la Riviera, on va du côté du canton de Vaud sur Palaisieux, donc un projet de nouveau développement où la première phase va mettre à disposition 274 logements, de la PPE, du locatif, avec à terme 500 logements qui vont être construits. Passablement aussi de surfaces d'activité qui sont proposées et puis une livraison qui est prévue dès 2027. Donc là, la grande différence, c'est qu'Enoki est intervenu très en amont. Donc, ce qui est essentiel, c'était de savoir, qui parle de durabilité sociale et écologique, finalement, c'est de savoir qui va habiter dans ce quartier, quels sont leurs besoins. Donc là, on a fait une analyse des groupes cibles potentiels en vue de définir plus spécifiquement les services, les espaces qui pourraient être mis en place. Donc là, justement, au niveau de ces espaces, donc à nouveau des espaces mutualisés. Donc il y a un hub de quartier, lieu central du quartier qui va être proposé comme une sorte de conciergerie de quartier où tout un chacun peut se rencontrer, des ateliers vélo, salles de musique, et puis aussi passablement d'espaces extérieurs mutualisés et communs comme des jardins et des vergers partagés. Et puis, au-delà des espaces, il y a aussi cette notion de pouvoir faciliter le quotidien. Donc, voilà, les ménages ont chacun des modes de vie et des fonctionnements assez spécifiques. Et là, le but était de pouvoir répondre à ces besoins des groupes cibles en proposant notamment des espaces de télétravail, des appartements joker. Donc, à la place d'avoir une pièce en plus dans son appartement pour accueillir de temps en temps sa famille ou ses amis, voilà, on a des appartements joker qu'on peut utiliser dans le quartier. Et puis voilà, d'autres services, crèche, épicerie, cabinet médical. Et puis pour sceller tout ça, donc voilà, on est en phase de développement, mais comment s'assurer qu'il y ait un bon passage de témoins qui va être réalisé en phase d'exploitation? Donc là, il y a tout un concept de gouvernance de quartier qui a été mis en place, notamment en définissant le rôle qu'auront les habitants dans cette gouvernance, aussi le support qu'il pourrait y avoir professionnel sur ces questions. Et puis tout cela, ça a pu être aussi scellé dans des documents cadres qui sont notamment justement demandés dans le SNBS quartier. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un quartier qui va justement, qui est en train de suivre le processus de certification SNBS quartier. Et puis tout ça, ça peut être justement scellé dans le cadre d'un concept d'affectation, bien en d'autres termes, c'est un concept d'utilisation et de gestion du quartier. Donc voilà pour les deux premiers exemples. Et puis maintenant, on va prendre un peu de la hauteur, on va à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, un quartier de près de 300 logements, et surtout un quartier qui a 30 ans. Donc bien sûr, Enoki n'est pas là depuis le début, on intervient sur ce quartier depuis quelques temps déjà, mais pas depuis ce temps-là forcément. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un immeuble existant aussi avec passablement de surface commerciale à disposition. Et donc là, au Corps de Morel, qui dit immeuble existant dit habitant présent, et donc habitant avec des besoins qu'on peut aller demander, solliciter. Donc la première chose qu'on a faite, c'est un sondage des habitants pour évaluer leurs besoins, les idées qu'ils pourraient avoir dans le quartier, l'engagement qu'ils ont dans le quartier, leur satisfaction. Et puis complété à ce sondage, on a aussi rencontré différentes parties prenantes
du quartier et acteurs qui étaient déjà présents. Et notamment, voilà, il y a une association de quartier qui est déjà présente et qu'on a pu justement rencontrer pour évaluer comment améliorer finalement le bien-être et la satisfaction dans le quartier. Et puis, donc, un des premiers éléments qui a été mis en place et qui touche vraiment à cette question de participation, c'est des rencontres, des séances de quartier entre les différents acteurs présents. Donc là, on organise finalement chaque semestre une rencontre entre l'association de quartier, le propriétaire, la gérance, mais également d'autres entités qui sont sur place, comme une fondation sociale, la Fondation Carrefour, qui est également présente dans le quartier, dans le but de trouver des solutions ou des projets pour améliorer la qualité de vie dans le quartier. Et puis, l'accompagnement d'Enoki s'oriente aussi sur justement l'accompagnement de l'association de quartier en place. Donc voilà, c'est une association de quartier qui a 30 ans. C'est des gens bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps. Et puis voilà, là, c'est l'occasion aussi de voir comment leur donner un coup de pouce, un soutien, un support pour qu'ils puissent poursuivre en fait la réalisation des activités et des animations dans le quartier. Et puis, qui dit association de quartier, lien social, finalement, on a besoin de lieux pour se rencontrer. Donc là, ce qui a été notamment proposé, c'est de profiter de certaines surfaces commerciales vacantes pour en faire des lieux communs, des lieux d'infrastructure commune où les habitants peuvent se rencontrer, faire des anniversaires, des fêtes de quartier, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été mis en place, qui va se poursuivre dans le quartier, qui permet d'améliorer la qualité sociale justement du quartier. Et voilà, et puis finalement, le point d'orgue des Cornes Morel, c'est un projet d'ailleurs qui a été réalisé cet été. Pour renforcer l'identité du quartier, il y a une fresque qui a été réalisée. Donc, on a sollicité un artiste local qui est aussi venu discuter avec les habitants. Donc, c'est aussi les habitants qui ont proposé d'apporter une certaine identité au quartier qui était quand même très béton, qui est toujours avec une apparence très béton. Et puis voilà, là, il y a une fresque qui a été réalisée, une inauguration qui a eu lieu cet été et qui permet de renforcer finalement l'identité de quartier pour, on va dire, les 30 prochaines années. Voilà, donc pour conclure, voilà à quoi peuvent ressembler les différentes mesures pour favoriser la durabilité sociale. Donc voilà, c'est varié, c'est bien sûr pas exhaustif, mais voilà, pour le loyer abordable, ça va des quartiers mixtes à des appartements clusters comme présenté. Pour les questions des groupes cibles, voilà, mettre en place des espaces de télétravail, des appartements de joker, des services de proximité pour répondre aux différents besoins des habitants. Au niveau des infrastructures communes, voilà, il faut pouvoir se rencontrer. C'est un sujet crucial dans cette question du social. Donc, salles communes, ateliers, jardins, autres salles diverses et variées. Et puis ensuite, il faut consolider tout ça avec une certaine gouvernance. Quelle participation aussi et quelle marge de manœuvre on offre aux habitants. Et tout à la fin, tout ce qui est lié à la satisfaction et au bien-être, donc le sondage des locataires, des projets identitaires. Et puis ça, bien sûr, dans le but d'avoir des indicateurs, des éléments qui vont nous permettre d'améliorer les volets qu'on voit sur la gauche, d'améliorer la durabilité sociale du quartier. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis je laisse la main à Emmanuel. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à ce webcast sur ce sujet passionnant. Je vais structurer donc ma présentation avec une courte introduction de la Serena Investment Foundation, avec courte présentation des critères sociaux que l'on utilise dans le développement immobilier, et ceci à travers aussi 3 exemples pratiques comme l'a fait Axel. Donc la Serena Investment Foundation est une fondation de placement qui investit exclusivement dans des projets de développement sur toute la Suisse, avec focus sur les âges résidentiels dans les grandes agglomérations. Nous sommes investisseurs-développeurs avec comme corps de métier la transaction, le développement et l'asset management. Et j'ai l'occasion de focuser aujourd'hui donc sur la durabilité sociale. J'ai sorti cette slide qui est en fait les valeurs de
que la Fondation défend. Les collaborateurs, les clients, les partenaires et les publics. En gros, notre métier, c'est people business. On a l'habitude de parler, quand on parle de durabilité sociale, surtout des premiers deux éléments, donc surtout les collaborateurs à l'intérieur de la compagnie, et puis la transparence et la confiance avec les clients. Je vais essayer de focuser plutôt sur sur les deux autres critères qui sont plutôt nos partenaires. Donc, nos partenaires, ce sont donc les planificateurs, les autorités, les politiques, les futurs usagers et le public, avec un impact micro sur vraiment le voisinage et un impact macro sur, sur l'échelle de quartier, l'échelle de la ville, suivant la taille des projets. Je vais le faire à travers trois exemples aussi, comme l'a fait Axel. Donc, un premier exemple de transformation dans l'hypercentre à Bâle. C'est un siège d'une banque, un bâtiment de bureau que l'on a transformé, enfin, qu'on transforme actuellement dans un bâtiment mixte. On va traiter quelques sujets comme les éléments qualité urbanistique, la notion de logement abordable et les émissions sonores ou autres quand on travaille dans l'hypercentre, et aussi apporter un certain confort thermique, un confort d'habitat lorsqu'on vient apporter une dimension logement. Le deuxième exemple, ce sera à Genève, un quartier qui pour lui, c'est le contraire, c'est un terrain vierge, un grand jardin privé au cœur du quartier des Nations, dans lequel on a essayé de créer justement, activer le quartier et créer une identité à travers des processus participatifs, des ateliers de co-création, dans un esprit donc de trouver le bon équilibre de mix d'usage, de favoriser les rencontres et, euh, et quelques dimensions, diversité, inclusion et flexibilité que je vais vous présenter par la suite. Et un troisième exemple, une autre échelle, là c'est du 100% résidentiel, c'est plutôt la thématique densifiée vers l'intérieur, présenter un peu les challenges que l'on a, euh, les points positifs d'apport, on va dire, de nouveaux espaces d'habitat pour des nouveaux usagers, mais qu'est-ce que ça implique aussi pour les usagers existants et environnants et futurs. Donc, premier exemple, donc c'est le siège de l'UBS à Bâle, donc c'est à Eschenplatz, c'est un lieu très central que l'on veut transformer 50% commercial, donc avec du retail, du bureau et de la culture, et 50% de logement avec diverses formes d'habitat, avec les bureaux d'architecture Stauffer et Hassler et Grasser Troxler. Vous connaissez peut-être ce bâtiment, donc c'est ce grand ensemble qui est très central, hein. On a cette œuvre d'art connue, le Hammering Man, qu'on a aussi également à Bâle. On est dans un lieu névralgique, euh, hub de transport et dans l'axe de la gare de Bâle. Donc, qui connaît Bâle connaît très bien cet ensemble. Euh, donc, à cet effet, vu qu'on est dans un lieu qui a une très très forte identité, on a essayé de travailler avec différents niveaux, on va dire, de participation. Un premier groupe qui était un groupe de travail, donc pour lequel il y avait uniquement des professionnels de l'immobilier et du développement urbain. Un deuxième niveau qui était un groupe d'accompagnement, là où on avait aussi les autorités et les politiques. Et un troisième niveau qui est vraiment à l'échelle macro, des habitants ou des invités qui pouvaient participer à la définition de ce qui devrait être sur ce site. Un des premiers éléments qui semblait très clair, c'est l'idée que voilà, ce bâtiment étanche, fermé, privé, hein, on va dire même pas forcément accessible pour tous, devait devenir activateur, on va dire un incubateur d'urbanisme. Donc, cette notion de créer de l'urbanité, c'était surtout activer les raies, apporter une notion culturelle et retail. Un deuxième élément, c'était apporter une mixité. On est dans un endroit si central et à une échelle assez importante. Donc, la proposition des architectes était de conserver le bâtiment et de le surélever. Donc, c'était un concours d'architecture. Il y avait 8 participants dans
grands bureaux connus. Schaffer et Hassler ont proposé justement cette surélévation et transformation avec des différentes formes d'habitat. C'est un Bebauungsplan, c'est comme un PLQ à Bâle, donc il fallait aussi apporter une certaine quantité de logements abordables. Donc on a un tiers de logements abordables, un tiers de logements libres et un tiers probablement en PPE. On est encore en train de regarder si c'est pas plutôt un ensemble qui reste en rendement. Euh, et puis ça permettait surtout de ne pas avoir une façade fermée la nuit et d'avoir une densité horaire sur l'ensemble de la vie du bâtiment sur les 24 heures. Euh, Habiter dans l'ultra-centre, ça apporte aussi d'autres challenges. Donc, c'est travailler avec les nuisances sonores, travailler avec le milieu urbain, donc créer, on va dire, des zones aussi calmes, ce qui était déjà donné, on va dire, par la forme du bâtiment, mais qui a été euh, complété avec encore une forme d'îlot pour pouvoir avoir vraiment des lieux protégés et calmes et avec une certaine qualité d'habitat. Et puis encore apporter aussi une certaine infrastructure aussi à la partie arrière du bâtiment, parce qu'on avait cette espèce d'arrière, et de lui donner aussi une certaine face, parce qu'on est quand même dans une centralité, et aussi les accessibilités. Il y avait un changement de niveau, ils ont réussi à le travailler très joliment avec l'accès à la cour accessible. Je passe au deuxième exemple, c'est le Jardin des Nations. Donc là, on est à Genève, on est dans un grand jardin du BIT, du Bureau international du travail. C'est un lieu qui se veut être densifié à majorité pour la Genève internationale, pour les organisations internationales. Et, on prévoit donc de faire environ trois quarts du programme pour la Genève internationale, et puis un quart qui est plus libre, peut-être plus pour de la culture, gastronomie ou pour des résidences hôtelières. À cet effet, on avait un terrain vierge et la première approche était de dire il faut qu'on travaille bottom-up. On ne peut pas venir développer un projet avec des super architectes et derrière essayer de trouver des usagers. Il fallait travailler avec les usagers, travailler avec l'environnement pour trouver qu'est-ce qui devait être fait à ce lieu. Donc, pour cela, on a eu diverses étapes de concertation. On a eu des études tests avec différents urbanistes, des ateliers de travail. Donc là, en l'occurrence, c'est une image d'un de ces ateliers de co-création qu'on a fait avec un comité de pilotage d'experts mandataires, un collège d'experts divers, variés, avec des milieux de la culture, les milieux de la Genève internationale, les autorités, donc la ville et le canton qui participaient aussi, et bien entendu les habitants, parce qu'au Quartier des Nations, il y a aussi des gens qui y habitent. Ça nous a permis d'avoir voilà, c'est un peu un mood board, on va dire, des différents idées qui étaient vraiment, quels étaient les besoins prépondérants, on va dire, de la population à cet endroit-là. Puis si on prend un petit peu les quatre couleurs, on voit le côté bleu, c'est plutôt l'usager, hein, le lieu de travail, le lieu d'habitat. Le jaune, c'est plutôt le ludique, en dehors, on va dire, du travail. Le vert, c'était ce qui était vraiment nécessaire. Donc, c'est plutôt des lieux de rencontre. Il en existe peu dans le Jardin des Nations. C'est un peu un quartier un peu fermé sur les organisations. Et la partie rouge, bah, effectivement, c'est cette dimension Genève internationale qu'on remarquait. Il y avait comme une espèce de dualité entre la Genève locale et la Genève internationale. Donc, avec différents experts, là en l'occurrence, c'est un ex-course d'une étude de Wüst Partner sur quels étaient, on va dire, les usages qui étaient actuellement proposés et qu'est-ce qu'on pouvait encore améliorer. Et très clairement, avec une approche placemaking, il s'en est vu que voilà, il fallait absolument renforcer le dialogue avec toutes les parties prenantes pour pouvoir trouver un juste équilibre, parce que trop peu d'offres d'activité ne garantit pas l'activation de quartier, et trop d'offres peuvent aussi réduire l'attractivité du lieu. Donc, il fallait trouver un bon équilibre.
Et un élément qui était surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui revenait tout le temps, c'était en fait pas forcément des mètres carrés, mais c'était surtout des lieux de rencontre, des espaces libres, des espaces que l'on peut aussi utiliser le week-end. Raison pour laquelle on s'est focusé le projet. Donc, la base du projet, c'est un parc. C'est d'avoir d'abord des espaces extérieurs accessibles à tous pour que la Genève internationale, locale, les habitants de Genève puissent se rencontrer. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un urbanisme transitoire. Donc, le jardin est accessible. Sur jardination.ch, on peut trouver les activités qu'il y a. Actuellement, il y a environ 3000 mètres carrés de urban gardening, ce qu'on voit en haut à gauche, pour des activités de jardinage urbain. On fait quelques événements, des concerts en plein air. C'est surtout le meilleur after-work du Quartier des Nations, hein. Et puis, il y a aussi une partie culturelle qui est donc cette citerne, où c'est un cinéma immersif avec différentes programmations. Et donc là, la vision, l'idée donc d'avoir un espace vivant, durable et accueillant pour tous. Et là, je saute sur un autre projet. Donc là, c'est une autre échelle. On retourne à Zurich. C'est 100% résidentiel. Je pensais qu'il était assez important de parler aussi de cet élément qui est la densification vers l'intérieur. On sait que la LAT a été révisée en 2012, 2014, c'est entré en force, qu'on veut densifier nos zones à bâtir. Donc là, on est, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, donc c'est ce bâtiment-là qu'on va construire l'année prochaine, si tout va bien, avec environ 40 appartements. Actuellement, il y a 2 villas mitoyennes sur ce terrain. On voit les ensembles un peu linéaires qui sont plutôt les bâtiments plus récents, et puis les autres, la structure plus ponctuelle, qui sont c'est ce quartier, on va dire, de maisons individuelles. Et puis, même si on est conforme à la zone, c'est pas sans challenge. Donc, voilà, c'est quand même un grand terrain. Monsieur a son grand jardin, a ses habitudes. Les voisins ont leur vue dégagée, ils ont leur rue un peu privatisée. Et donc, on sait qu'à partir du moment où on veut démolir, reconstruire, c'est qu'on doit aussi demander aux gens de changer d'appartement. Donc, il y a un bon effet parce qu'on apporte plus d'offres sur le marché avec une offre de logement durable et accessible, mais en même temps, il faut penser aussi aux usages existants. Euh, Sur ceci s'ajoute encore la notion de protection des ISO. On a la chance à Zurich que toute la ville est dans l'ISOS, donc forcément, ça s'ajoute un petit peu, ça ajoute en complication aux procédures. Mais voilà, le fin mot, c'est que voilà, sur la droite, on pense aux usagers futurs, on va leur offrir des logements accessibles, des logements modernes, avec un confort nécessaire. Mais en même temps, voilà, à gauche, on voit, ça c'est, j'habite dans cette maison, je suis locataire, et puis on vient me mettre des pieux dans mon jardin et on me dit qu'il faut que je reparte. Donc, il y a tout cet élément d'accompagnement des usagers existants qu'il ne faut pas oublier. Donc, on partage des mandats à Meter Care pour pouvoir accompagner les gens et leur trouver une situation durable à la suite. Et donc, pour les fins mots, hein, l'approche bottom-up, il ne faut pas la voir comme un processus en plus, mais plutôt comme un processus de création de valeur. La curation des usages, c'est cette mixité en fait qu'on approche dans les différents projets, suivant bien évidemment l'échelle doit être équilibrée. Parfois, less is more. Euh, la durabilité, elle réside surtout dans la continuité. Donc, si on a des lieux avec une forte identité, comme par exemple à Bâle, on ne peut pas venir avec une rupture trop forte. Il faut au contraire essayer de travailler avec le contexte existant. Les interventions urbanistiques, c'est pas comme l'art, hein, donc que ça nous plaise ou non, ça doit plaire, et à tous, et sur la durée. Et donc, de manière générale, la durabilité sociale, ça fait partie d'un écosystème. C'est pas une chose en soi, c'est toujours un équilibre, une pesée des intérêts que l'on doit faire lorsqu'on fait du développement. Et donc, ouais, la clé d'un bon travail, c'est le dialogue étroit entre tous les stakeholders. Merci beaucoup.
Merci à nos trois intervenants pour ces présentations très riches en insights, en exemples. Donc, on arrive sur la dernière partie du webcast où j'aimerais justement ouvrir finalement la discussion. Donc, j'invite d'une part les participants, si vous le souhaitez, à poser vos questions sur le Q&A. Pour le moment, je ne vois pas de questions, donc je profite déjà pour peut-être poser mes questions. Donc, si je commence avec vous, Emmanuel, donc vous avez montré ces différents exemples. J'avais envie un peu de vous entendre aussi sur peut-être quels ont été les défis, les difficultés que vous avez pu rencontrer en essayant justement d'apporter ces projets à impact social positif. Vous en avez un petit peu parlé dans le troisième projet du fait que voilà, on a des locataires en place et qui ne sont pas forcément ravis de ce changement, même si au final le gain net est positif. Mais de manière générale, voilà, qu'est-ce qui a été pour vous plus difficile et comment vous avez finalement pu surmonter ces difficultés? Pour revenir sur le dernier exemple, parce que je pense que ça, c'est un élément qui est assez important, c'est que vu qu'on veut densifier nos villes, on travaille toujours dans un contexte existant. Parce qu'il y a des usagers, mais parce qu'il y a aussi un voisinage il y a cette fameuse proverbe qui dit Not in my backyard, hein. On aime, on aime qu'on densifie, mais pas devant chez soi. Et donc ça, c'est pour moi le plus gros des challenges. On se retrouve à tous les projets confrontés avec des recours et des gens qui forcément sont pas contents en fait qu'on modifie le paysage. Et c'est pour ça les processus de participation nous aident vraiment à teaser les idées, à montrer qu'en final il y a une image positive qui va en ressortir. Mais voilà, il faut accepter il y a une certaine durée. Et puis l'être humain, voilà, il a besoin d'un temps d'adaptation. Certainement, mais en tant que justement qu'acteur de l'immobilier, comment est-ce qu'on gère cette incertitude ou ces longueurs qu'on sait que voilà, il risque d'y avoir ces oppositions et on sait qu'au final on va apporter un poids positif, mais on sait qu'il y aura ces défis. Alors, comme je disais, je pense que ces défis, il ne faut pas les voir uniquement comme des risques, mais il faut les voir aussi comme des chances. Euh, une chose qui est pour moi est très importante en tant qu'en tout cas investisseur-développeur, c'est que si on n'a pas prévu, on va dire, ces durées, ces potentiels risques des processus, c'est qu'on a mal fait son boulot. Déjà, lors de l'acquisition d'un bien, on prévoit déjà ces processus en amont, on les discute de manière étroite avec les autorités, on sait à quoi s'entendre, on va dire ce qui est le plus risqué, le plus challenging, c'est quand les règles de jeu changent en cours de route. C'est-à-dire, on a acquis un bien, on a une clarté sur quel est le processus de développement qu'on a envie de, euh, de poursuivre. Et voilà, parfois la régulation va plus vite que les projets immobiliers. Et ça, pour moi, c'est le risque le plus important. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, j'ai reçu quelques questions intéressantes. Donc, la première, pour Axel, donc question d'Alexandra Karakoc qui nous dit bonjour, est-ce que vous avez au sujet de ces espaces mis à disposition, donc par exemple salle commune, appartement joker, ou etc. Est-ce que vous avez des retours sur ces occupations et les taux de réservation? Donc finalement, est-ce que ces espaces qui ont été parfois mis en place avec la participation des locataires, est-ce qu'ils sont véritablement utilisés par la suite? Alors, concernant en tout cas les salles communes, on a un suivi en tout cas de leur utilisation. C'est vrai qu'on entend parfois que c'est des espaces qui sont sous-utilisés. Et puis finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça dépend beaucoup de l'aménagement de ces espaces, donc est-ce qu'ils sont agréables pour les habitants, et puis du système de réservation. Donc là, on a un exemple dans un quartier du côté de Orbe, où il y a facilement une réservation, plusieurs réservations, voire par semaine, des réservations privées, mais aussi des réservations, on va dire, par groupe pour des événements publics. Donc voilà, en tout cas, c'est quand même régulièrement utilisé. Et puis, c'est aussi régulièrement utilisé tout le long de l'année. Donc, c'est vrai que parfois, on se dit, ah, bah, c'est juste à Noël où on va utiliser ces espaces-là. Mais non, finalement, c'est quelque chose qui peut être utilisé tout le long de l'année. Et puis, concernant les chambres Joker,
Donc, c'est quelque chose de relativement nouveau qui est en cours de développement dans passablement de projets ou qui viennent d'être mis à disposition. Donc là, on n'a pas encore suffisamment de retours sur ce point-là. Merci. Encore une question pour Madame Merchon, un peu qui fait la suite. Donc, on a une personne qui aimerait en fait avoir des informations quant aux aspects financiers de ces locaux communs. Donc, par exemple, dans le cas de la chaux de fonds, la personne dit ben, les commerces transformés en locaux communs avaient des revenus. Est-ce que le fait de justement transformer en locaux communs, est-ce que ça va avoir des répercussions sur les loyers ou sur les revenus finalement des propriétaires? Donc, un peu ces aspects plus financiers. Mhm. Alors, pour la question des revenus de ces espaces mutualisés, donc il faut considérer deux contextes. Donc, il y a le contexte d'un nouveau développement, où là, nous, ce qu'on suggère, c'est de retirer en fait ces surfaces des rendements locatifs, donc des revenus locatifs attendus. Et puis, comme ça, c'est encore un moment où vous pouvez voilà, peut-être adapter les autres loyers pour absorber ça. Maintenant, quand on est dans un contexte existant, donc c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir changer les loyers des locataires ou mettre des charges en plus. Par contre, typiquement dans la question des surfaces commerciales à la place d'un espace mutualisé au lieu d'une surface commerciale, en fait, il faut le voir comme un lieu qui va augmenter l'attractivité des rez-de-chaussée, qui va générer du flux, donc qui par en fait effet collatéral, on va dire positif, va améliorer l'attractivité des autres commerces. Donc en fait, c'est quelque chose de plus global à considérer, très contextuel. Il y a aussi, comme l'avait dit Emmanuel, cette question de bon dosage. Donc il ne faut pas non plus mettre des rez-de-chaussée communs partout. Mais voilà, juste le dosage qui permet d'augmenter l'attractivité sans avoir un impact financier trop lourd, au contraire. Parfait, j'ai une autre question qui va un petit peu dans le même sens, cette fois pour Emmanuel. Est-ce que vous avez justement à sacrifier une partie de la rentabilité commerciale de ces projets de promotion immobilière pour prendre en compte les critères ESG, ou est-ce qu'à la fois on arrive finalement à combiner ESG et rentabilité élevée? Je vais répondre un peu dans le même sens que Axel vient de le faire, euh, mais peut-être en rajoutant le fait que ça dépend vraiment de l'échelle et, et du contexte. Il y a des projets qui ont un contexte très riche et dans lequel en fait la programmation que l'on crée n'est pas forcément ne doit pas forcément fonctionner toute seule, mais elle fonctionne avec des autres programmes qui existent aux alentours. Donc parfois c'est pas forcément nécessaire. Il y a cette identification, on va dire, de lieux de rencontre, de lieux mutualisés, mais peut-être ça peut se faire en dehors du quartier, de son propre ensemble, en créant des liens et des relations avec des bâtiments ou des lieux environnants que l'on peut activer. Et puis, d'autre part, il faut comprendre aussi l'échelle, à partir d'une certaine échelle, des petites surfaces qui ont vraiment très peu d'impact sur la partie rendement locatif, peuvent apporter justement une attractivité, comme le disait Axel, notamment l'impact sur l'absorption, sur l'attractivité du lieu et donc réduire le taux de vacances à travers des activités qui apportent plus que juste des mètres carrés et des usages, aussi une certaine dimension identitaire et des valeurs au projet. Merci beaucoup. Alors, question un peu générale, peut-être presque philosophique. Donc, comment on va prendre en compte en fait le fait qu'on a une tendance à vivre de manière plus individuelle dans le futur, et puis malgré justement cet individu stimuler quand même finalement cette cohésion sociale dans ce contexte. Je laisse la question un peu ouverte. Je ne sais pas qui c'est qui a envie de se prononcer là-dessus. Je peux peut-être partir sur un exemple. Nous avons un projet de logement à Zurich, à la Holstrasse. On vient avec quelque chose comme 150 logements. Et on fait, et pour pouvoir, comme on est dans l'hypercentre, on a peu de locaux, on est très dense. On a apporté l'idée de faire du logement co-living, parce qu'effectivement, dans l'hypercentre, le prix au mètre carré est très élevé. On ne cherche pas forcément à avoir beaucoup d'espace parce que bah, du coup, on est facilement à l'extérieur avec plein d'activités autour. On a fait 40%, enfin, on est en train de faire 40% de co-living. C'est une forme d'habitat qui permet
autant d'avoir sa privacité. Donc, on a un petit appartement comme une chambre d'hôtel, hein, avec sa salle de bain. Mais on a aussi une partie co-living qui, elle, se passe dans une espèce de séjour commun où il y a aussi une cuisine et on rencontre des gens. C'est pour des appartements peut-être un peu plus euh, éphémères, avec une durée moyenne de 12 mois, mais qui apporte une nouvelle dimension, une forme d'habitat qui est très demandée et qui va forcément prendre en importance en Suisse, j'en suis sûr. Merci, voilà un exemple concret de fait de combiner finalement individualité ou vivre voilà, de manière individuelle avec de la rencontre. Volontiers aussi, Oui. rapidement, la question. Il faut se poser aussi la question, est-ce que le fait de vivre de manière individuelle est voulu ou subi? Donc, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de solitude aussi dans les quartiers, donc dans les immeubles. Donc, ça peut être intéressant de recréer du lien social. Et puis après, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin que tout le monde se rencontre tout le temps. Donc voilà, il y a des personnes qui vont souhaiter se rencontrer avec leurs voisins, d'autres pas. Et c'est OK, en fait. Donc voilà. Mais le fait d'avoir au moins cette plateforme à disposition permet de rencontrer son voisin, d'échanger avec et puis de limiter aussi potentiellement les tensions qu'il pourrait y avoir dans un voisinage. Donc voilà, pas besoin de tout commun non plus. Merci. Et encore une question pour Axel, du coup, pour ces espaces communs, comment peut-on finalement mieux informer les locataires pour les aider ou les inciter finalement à utiliser au mieux ces espaces? Alors, donc je pars du principe que potentiellement l'espace n'est pas suffisamment utilisé. Donc, peut-être qu'il y a un manque d'appropriation par les habitants. Donc déjà, pour les informer et puis se rendre compte de ce qui est possible, il peut y avoir des petites fêtes ou des petites rencontres qui peuvent être organisées, une fête de quartier, etc., pour que voilà, les habitants se rendent compte de la possibilité. Et puis ensuite, comme je l'avais aussi mentionné dans la présentation, les systèmes d'information, ils sont super importants. Donc, que le locataire soit bien au courant, peut-être quand il arrive dans son logement, de savoir qu'il peut réserver cette salle, potentiellement quel prix payer, etc., comment ça se passe, et que l'interface de réservation soit très simple. Donc voilà, je dirais l'aspect d'appropriation, accompagné à l'appropriation et ensuite une facilité de réservation et d'utilisation. Merci beaucoup. Encore une question pour Emmanuel maintenant. Donc, concernant l'exemple d'urbanisme au quartier des Nations, est-ce que ça sera finalement remplacé par autre chose? Et si c'est voué à disparaître, par exemple les potagers ou autres, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'on ait une opposition plus tard, au moment où ces structures devront changer? Bonne question, parce qu'on me la pose souvent. Est-ce qu'au final, faire un urbanisme transitoire si attractif, ça ne peut pas bloquer un projet? On essaie de travailler avec des exploitants sur site de manière assez étroite et de manière vraiment collaborative pour qu'il y ait un maximum, on va dire, de support aussi pour le projet immobilier futur. D'autre part, les éléments que l'on apporte sur site, donc c'est un peu, on va dire, les cinq sens, hein. On essaie de faire la partie euh, zone agricole, la partie sport, la partie culture, musique et la partie gastronomie. C'est des usages qui seront l'identité même du projet futur. Donc on a quand même, on va dire, choisi, on va dire aussi une forme de curation, on va dire, de l'urbanisme transitoire pour, on va dire, assurer une continuité en fait avec le projet futur. Grâce aux ateliers de co-création, on a pu relever, on va dire, les fondamentaux du projet. Les fondamentaux viennent vraiment du contexte. On est dans un site ISOS A. Donc, c'est un site qui était une ancienne zone agricole qui a des arbres d'une certaine importance qu'on va non seulement renaturer, mais qu'on va augmenter. Et grâce à la création de ce parc, on s'engage aussi à ce qu'il y ait des jardins urbains à la suite du projet, enfin dans le projet futur, ainsi que les éléments culturels, etc., que l'on offre aujourd'hui dans le projet futur. Donc ça, c'est avec toujours, hein, c'est People Business, en étroite collaboration avec la ville de Genève aussi, qui devra bien sûr prendre, on va dire, ce mandat pour le parc futur. Mais effectivement, la question, elle est tout à fait légitime. Et puis,
Il faut bien maîtriser le sujet. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà, on arrive à la fin du temps de ce webcast. Donc, je remercie encore une fois nos trois intervenants pour leur participation, présentation et réponses toujours très détaillées et avec des projets à l'appui aux différentes questions. Bon, j'informe tous les participants aussi que vous allez recevoir les slides des différentes présentations et un lien vers la vidéo en replay. Si jamais vous voulez revoir ce webcast, vous le recevrez par email dans les prochains jours. Et voilà, je vous remercie aussi, chers participants, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on vous souhaite un excellent appétit, une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.